Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder une introduction au routage dynamique. Donc je vais tenter de faire une courte vidéo et d'autres vidéos vont suivre donc sur la partie pratique. Donc ici, je vais simplement expliquer donc en gros la différence entre le routage dynamique et le routage statique. Donc euh, Commençons tout de suite. Donc les protocoles de routage permettent d'échanger des informations de routage entre les routeurs. Donc je rappelle, donc on avait vu que les routeurs permettaient d'interconnecter différents réseaux entre eux. Donc, grâce à quoi? Grâce soit à l'introduction de la route via l'administrateur. Donc c'était l'administrateur qui introduisait une route dans sa table de routage, soit avec les protocoles de routage. Donc ces protocoles de routage vont échanger les informations de routage. Donc ce n'est plus l'administrateur qui va devoir se rendre sur chaque routeur pour ajouter s'il y a un nouveau réseau qui apparaît, donc rajouter à la main ce nouveau réseau. Donc chaque routeur va construire sa table de routage dans laquelle figurent les meilleurs chemins choisis par le protocole. Donc ici, imaginons que le routeur apprenne plusieurs chemins pour arriver vers la même destination. Les protocoles de routeurs sont assez intelligents que pour définir le meilleur chemin à emprunter. Donc pour le moment, vous devez retenir cela. Ensuite, prenons l'exemple. Donc ici, j'ai R2. Donc ici, il a un réseau local qui est le réseau 172.16.1.0. Il a le réseau 172.16.2.0 et il a le réseau 192.168.1.0. Donc ici, les trois réseaux, c'est ce qu'on appelle des réseaux directement connectés. Si les interfaces sont configurées correctement, c'est ce qu'on appelle les réseaux directement connectés. Les réseaux lointains, ce sont tous les réseaux qui ne sont pas directement connectés. Et ici, on peut voir donc le réseau 172.16.3.0 n'est pas directement connecté à R2. Également, le réseau 192.168.2.0. Donc ce sont des réseaux lointains pour R2. Pour que R2 puisse atteindre le réseau, exemple ici du PC1, il va falloir rajouter d'une manière ou d'une autre ce réseau-là, 172.16.3.0, dans sa table de routage. Également, pour R1, il va falloir rajouter le réseau 172.16.1.0 dans sa table de routage. Donc dans le cas où PC2 veut communiquer avec PC1. Donc, et quels sont ces différents moyens pour que R2 apprenne ce réseau-là? Le 3.0, j'ai soit via du routage statique, qu'on connaît déjà. Donc le routage statique, l'administrateur va rajouter cette route dans cette table de routage, ou alors via des protocoles de routage. Je vais configurer des protocoles de routage sur R2 et ils vont, comme je l'ai dit juste avant, donc échanger. Donc il va échanger des informations de routage avec R1. Donc R2 va envoyer des informations à R1 et va lui dire coucou R1, moi je connais 172.16.1.0, je connais 192.168.1.0 et je connais 172.16.2.0. Voici les informations que je connais. R1 va faire pareil. R1 va envoyer un message à R2 et va lui dire moi je connais 172.16.3.0 et je connais également 172.16.2.0. Et c'est comme cela qu'ils vont échanger ces informations. Donc je le répète, c'est dans les grandes lignes. Ensuite, donc les rôles, c'est que les protocoles de routage vont me permettre de découvrir les réseaux distants. Donc on l'a vu juste avant, donc il y a les réseaux directement connectés et les réseaux distants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement connectés. Donc le protocole de routage va me permettre de choisir le meilleur chemin vers des réseaux de destination. Je l'ai dit, donc si j'ai plusieurs chemins pour atteindre la même destination, les protocoles de routage vont choisir le meilleur chemin pour y arriver. Et alors également, donc trouver un nouveau meilleur chemin. Donc si le chemin actuel n'est plus disponible. Donc imaginons ici au point 2 donc le choix du meilleur chemin. Donc imaginons qu'il a pris deux chemins pour arriver à une destination et il va garder une en mémoire. Donc il va garder une en mémoire et lorsque la première tombe en panne, il va récupérer le deuxième chemin. Donc il va trouver un nouveau meilleur chemin. Donc bien évidemment, il va établir un calcul pour voir s'il n'y a pas de nouveau chemin et ainsi de suite.
Ensuite, ben, quelle est la différence? Pas la différence, mais plutôt quels sont les avantages et inconvénients du statique et du dynamique. Donc ici dans la première ligne, c'est au niveau de la configuration, donc au niveau de la complexité de la configuration. Okay, donc pour le routage dynamique, ben, c'est un avantage. Okay, pourquoi? Parce qu'il est indépendant de la taille du réseau. Okay, donc la complexité pour le routage dynamique, donc la complexité de la configuration est indépendant de la taille du réseau grâce au routage dynamique. Pourquoi? Parce que je ne vais uniquement, donc, dans un premier temps, configurer le routeur avec les protocoles de routage et le reste va se faire tout seul. Okay? Le reste va se faire via les protocoles eux-mêmes. Par contre, ici, pour le routage statique, donc ici, configuration complexité toujours, donc pour des réseaux simples, c'est un avantage. Okay? Donc ce n'est pas complexe du tout de pouvoir configurer un réseau au niveau du routage statique simple. Par contre, c'est un inconvénient lorsque la taille elle augmente. Okay? Donc augmente avec la taille du réseau, là, ça devient compliqué. Au niveau de la modification de la topologie. Okay, donc modification topologie, pour le routage dynamique, c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'il va s'adapter automatiquement aux modifications. Okay, donc s'il y a une modification dans ma topologie, ben, de nouveau, ce sont les protocoles qui vont le faire eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de l'intervention de l'admin comme on peut le voir ici pour le routage statique. Okay, donc au niveau du routage statique, la modification de la topologie, là, c'est un inconvénient pour le routage statique. Pourquoi? Parce que l'admin doit intervenir pour modifier cela. Et si l'admin intervient, eh bien, il y a également des risques d'erreur. Okay, donc, il peut y avoir des erreurs lorsque l'administrateur va introduire, exemple, le nouveau chemin et ainsi de suite. Au niveau de l'évolutivité, donc c'est un avantage pour le routage dynamique, okay, donc idéal pour les topologies complexes. C'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on a plusieurs routeurs. Imaginons je gère, mon entreprise gère plusieurs routeurs, ben, on va bien évidemment essayer d'utiliser des protocoles de routage, donc du routage dynamique. Par contre, il va falloir avoir de bonnes connaissances, donc des connaissances approfondies au niveau des protocoles de routage pour faire soit du check, hein, donc vérifier les configurations, mais également lorsqu'il y a une panne. Okay, donc lorsque je vais vouloir faire du débugage, ben, je dois pouvoir lire tous ces journaux d'événements qui apparaissent. Okay, donc lorsque les messages sont échangés entre les routeurs, grâce au protocole de routage, ben, je dois pouvoir m'y retrouver dans tous ces fichiers, dans tous ces messages reçus. Ensuite, ben, au niveau du routage statique, donc toujours l'évolutivité, donc pour le routage statique uniquement pour les réseaux simples. Donc c'est un avantage hein, uniquement pour les réseaux simples. Au niveau de la sécurité, ben, pour les protocoles de routage, pour les protocoles de routage, c'est moins sécurisé. Okay, donc pourquoi? Parce qu'en réalité, ben, il y a des informations qui sont échangées entre les différents routeurs. Okay, donc ils sont échangés tous les X temps. Okay, donc plusieurs protocoles de routage vont échanger des informations et il se peut qu'une personne mal intentionnée intercepte ces informations et peut aller soit lire le contenu, soit aller modifier et ainsi de suite. Okay, donc ici, au niveau de la sécurité, ben, le routage dynamique il est moins sécurisé. Bien évidemment, il existe une couche de sécurité sur les protocoles de routage, mais par défaut pas. Ensuite, au niveau du routage statique, ben, c'est plus sécurisé. Okay, donc au niveau de la sécurité, le routage statique c'est sécurisé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a introduit la première fois un réseau de destination, ben, je ne dois plus, le routeur n'envoie plus de message, exemple à son voisin, c'est-à-dire à l'autre routeur, pour lui demander comment je dois atteindre tel réseau. Okay, donc ici, c'est plus sécurisé. L'utilisation des ressources, bien évidemment, si j'utilise des protocoles de routage, hein, donc ici le routage dynamique, ben, il y a différents calculs qui vont devoir se faire. Donc ici je vais consommer du processeur, je vais consommer de la RAM et également de la bande passante. Et donc la bande passante, pourquoi? Parce que tous les X temps, ben, je vais envoyer ces informations. Par contre, au niveau du routage statique, ici, aucune ressource supplémentaire. Hein. Donc supplémentaire, ça ne veut pas dire qu'il ne consomme pas de ressources, mais je n'ai pas besoin de ressources supplémentaires pour apprendre d'autres réseaux, puisque c'est l'administrateur qui les introduit dans sa table de routage. La prévisibilité, okay, donc ici, ben, pour le routage dynamique, ben, la route va dépendre de la topologie en cours, okay, donc il est prévisible
ce sont les protocoles de routage qui vont apporter, s'il y a une modification, ben, il n'y a aucun problème au niveau de la prévisibilité, pardon. Par contre, au niveau du routage statique, donc la route, la route est toujours la même vers la destination. Et ça, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que si j'ai un réseau, j'emprunte un chemin pour arriver vers un réseau et que ce chemin-là est down, eh ben, mon routeur, lui, ne le sait pas. Ok, donc il ne le sait pas. À moins que ce soit un réseau directement connecté, mais si ce n'est pas un réseau directement connecté, ben, le routeur ne le sait pas. Ça, c'était pour avantages et inconvénients statiques et dynamiques. Ensuite, quels sont les différents protocoles de routage qu'il existe? Ok, donc il y a ce qu'on appelle la famille des vecteurs de distance. Ok, donc ici je le cite uniquement, on verra plus tard en détail les protocoles, donc comment fonctionnent les protocoles à vecteurs de distance. Nous avons RIP V2 et EIGRP. Ok, donc RIP V2 qui est un protocole standard, ok, c'est-à-dire plusieurs constructeurs peuvent utiliser ce protocole-là. EIGRP, par contre, lui, il a été conçu par Cisco, mais je pense, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, Cisco a ouvert, c'est-à-dire que deux routeurs de constructeurs différents, c'est-à-dire un Cisco et un Juniper, peuvent échanger des informations de routage. Ok, donc avec RIP, là-dessus, il n'y a aucun problème. Oui, donc lui, RIP V2, donc il va se baser, donc comment va-t-il se baser, sur quoi va-t-il se baser pour définir quel est le meilleur chemin? Ben, il va se baser sur ce qu'on appelle des sauts. Ok, donc ce qu'on appelle des sauts, donc des hops. Hein. C'est le nombre de routeurs à traverser pour arriver à la destination. Imaginons que pour arriver à la même destination, je dois traverser 3 routeurs. J'ai un autre chemin dans lequel je dois traverser uniquement 2 routeurs. Ben, RIP va sélectionner le chemin avec le moins de routeurs. Okay, donc ici, il va sélectionner le chemin avec 2 routeurs uniquement. EIGRP, lui, il va utiliser donc un mélange de bande passante et de latence. Okay, donc c'est ce qu'on appelle également donc un protocole hybride, okay, puisqu'il va utiliser 2 paramètres. Il va se baser sur 2 paramètres pour acheminer les paquets vers la bonne destination. Okay, donc les deux ici font partie des vecteurs de distance, la famille des protocoles de vecteurs de distance. Ensuite, on a les états de lien. Okay, donc les protocoles à état de lien, ISIS et l'OSPF. ISIS, on va pas le voir. Okay, donc, par contre, SPF bien, et on le verra en détail. L'OSPF, lui, il va se baser sur la bande passante. Okay, donc il va calculer la bande passante, en fait c'est pour cela qu'on l'appelle à état de lien, hein. Donc il va faire un état des liaisons sur ces interfaces, et il va calculer, et il se base, lui, on dit qu'il se base sur le coût. Et ce coût est basé sur la bande passante. Ok, donc au plus ma bande passante est large, au mieux le chemin est au fait. Hein. Ok, donc le chemin est meilleur. Voilà, le chemin est meilleur si j'ai une plus grande bande passante. Par contre, donc je le rappelle, RIP lui se base uniquement sur le nombre de routeurs à traverser. Et donc, ces différents protocoles-là appartiennent à une catégorie qu'on appelle les IGP. Ok, donc ça appartient au protocole interne d'un système autonome. Okay, donc c'est les protocoles IGP. Ensuite, on a un autre protocole qui est le BGP. Lui, c'est un protocole qui permet d'interconnecter 2 AS entre eux. Et lui fait partie de la catégorie EGP. Donc, on va voir tout de suite. Donc, protocole IGP, donc ils sont utilisés pour le routage à l'intérieur d'un système autonome. Et donc, qu'est-ce qu'un système autonome? En fait, c'est un ensemble de routeurs qui est géré par une seule et même organisation. Okay, donc c'est la même organisation qui va gérer ces différents routeurs. Donc à l'intérieur, donc la communication interne de ce système autonome, ben, je vais utiliser le protocole RIP, EIGRP et l'OSPF. Okay, donc on dit que ce sont des protocoles IGP pour Interior Gateway Protocol. Donc ce sont des protocoles utilisés dans un système autonome. Par contre, le EGP, donc la catégorie EGP, ils sont utilisés pour le routage entre systèmes autonomes. Ok, donc imaginons que ce soit tout simplement 2 FAI. Okay, donc j'ai un FAI ici et un FAI ici qui possèdent chacun un système autonome différent. C'est un exemple. Hein. Ben ici, pour pouvoir faire communiquer les 2 FAI entre eux, ben je vais devoir utiliser le protocole BGP. Okay. Donc ça, c'est
pour l'introduction sur le routage dynamique. Ok, donc j'espère que je n'ai pas été trop vite et que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt et à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.